Bonjour Lyon.js, je ne vais pas vous dire bienvenue, parce que c'est déjà depuis un petit moment. Bon, moi, je vais vous faire découvrir un peu le Web 3. Bon, c'est une simple découverte, et comment surtout l'utiliser avec JavaScript, c'est ça surtout l'idée. Alors, petite présentation rapide, qui suis-je? Samuel Ronce, développeur comme vous JavaScript. Alors j'ai commencé, je suis parti dans le web en 2005, JavaScript en 2010, et bon en fait Web 3, c'est assez récent tout de même, parce que voilà, je suis freelance et un client m'a dit et si on pourrait développer, faire d'aller dans le Web 3, NFT, tout ça. Et ok, donc il fallait que je m'intéresse à ce Web 3. Mais je vais vous peut-être poser une question, alors peut-être vous présenter un peu le plan même avant, de qu'est-ce qu'on va voir ensemble, comprendre le Web 3, un petit peu les fondamentaux, récupérer en JavaScript le NFT d'une personne, comment faire? On va faire quelque chose de très simple, attention, hein. Je ne vais pas vous faire des tonnes de lignes de code. Et je vous propose de créer un NFT en direct, en live de coding. Alors je prends un risque, hein, mais on va le faire. Je vous le vends. Non, je plaisante, ça je le fais pas. Et on va essayer de le récupérer aussi en JavaScript, c'est ça l'idée. Allez, je vais vous poser une question maintenant. Pour vous, en un mot, le Web 3, c'est quoi? Interaction avec la blockchain. Ouais, interaction avec la blockchain, crypto. J'entends pas très bien, mais... Métavers. Métaverse. Ouais. Ouais. Privatisation. Blockchain. Blockchain. Souvent blockchain. C'est bien, hein, merci en tout cas pour les termes. Et je vais même vous poser une deuxième question. Est-ce que certains, à main levée, se sont déjà aventurés dans le Web 3? Alors je ne parle pas d'investissement financier. Je parle de développement, voilà, peu importe le langage. Ouais, quelques-uns. Ok. Bon, c'est vrai que c'est assez récent finalement. Bon, moi je vais vous donner un mot alors. Ça serait la décentralisation. C'est ce qui fait en fait toute la différence. Certains vont dire, mais finalement, quelle est la différence avec le Web 2, le développement qu'on connaît déjà? Eh bien, c'est la décentralisation. Ça change tout en fait. Ça change tout. On ne fait plus confiance. Il y a un terme, une phrase qui est prise dans le Web 3, c'est ne faites pas confiance, vérifiez. Parce que vous êtes acteur, vous faites partie du Web 3. Et du coup, eh bien, on fait confiance à personne. Mais comment vérifier? Eh bien, on vérifie justement avec la blockchain. Alors, des blockchains, il y en a plein. Il y a Ethereum, vous connaissez probablement, Polygon, Solana, etc. Bon, la plus connue, c'est Ethereum, et dans tous ces blockchains, il faut quelquefois se positionner. Alors, on peut se positionner sur Ethereum, mais si vous passez sur Solana, ça sera un autre langage qu'il faudra utiliser. Si vous, quand je dis ça, on garde toujours le JavaScript côté front, attention. Hein. Mais voilà, on va sur, quelquefois, des nouvelles architectures, une nouvelle communauté. Et donc, c'est pas toujours évident, quelquefois, d'utiliser ce Web3, les fameux blockchains. Mais comment communiquer avec la blockchain? Eh bien, on va avoir ce qu'on appelle un nœud. Un nœud, c'est votre machine. Enfin, on va l'installer sur une machine quelconque. Hein. Certains même disent on pourrait même le mettre sur une imprimante. Tant que c'est connecté et finalement en mode décentralisé, bien sûr, en mode peer-to-peer, c'est ça l'idée. Et on va utiliser un logiciel client. On en parlera un petit peu après. Qu'est-ce que ça va faire? Alors, je reste très succincte, hein, bien entendu, mais on va avoir différents types de nœuds. On va créer une copie de la blockchain, on peut vérifier les transactions de la blockchain, et d'un bloc, hein, et bien sûr récupérer, dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la blockchain. Alors ça, on pourrait dire, entre guillemets, c'est ce côté back. Hein, des fois, on essaie de mettre le jargon plutôt Web 2 au Web 3. Mais côté front, qu'est-ce qu'on va utiliser? Eh bien, on va communiquer avec le nœud. Le nœud, vous pouvez vous-même l'installer sur votre machine.
J'ai montré ici un logiciel client qui s'appelle Loadstar. C'est pas le plus populaire, mais il est créé en TypeScript. Donc on reste dans la thématique. Vous pouvez aussi utiliser un provider. Alors, je dis provider, mais en fait c'est aussi un service comme Infura, Alchemy, Boralis et d'autres. En fait, c'est un peu comme si vous utilisez un Google Cloud ou un Microsoft Azure, etc. Avantages, inconvénients? Eh bien, l'avantage, c'est que l'intérêt du service, le provider, eh bien, c'est que c'est facile à utiliser. Et vous n'êtes pas limité à une blockchain. Voilà, vous pouvez facilement switcher, enfin, du moins au niveau de la programmation, c'est assez simple. Par contre, voilà, on retrouve l'idée de la centralisation, et ça, c'est pas incroyable. Mais c'est pas mal pour commencer, quelquefois, de passer par un provider existant. Et d'ailleurs, on fera ensemble, on va utiliser Alchemy. Ensuite, eh bien, on va utiliser une librairie. EtherJS, Web3JS. Ça y est, on commence à rentrer un petit peu dans la notion du JavaScript. C'est des librairies, côté front, qui vous permettront de communiquer avec le nœud. Et donc, le nœud qui communique avec votre réseau Ethereum. Et oui, parce que si c'est seulement Ethereum, c'est ça un peu la difficulté, c'est que si vous décidez d'aller sur Solana, par exemple, il vous faudra alors Solana Web3JS. Alors quelquefois, on peut utiliser plutôt un SDK, comme Alchemy SDK, bien sûr, on passe par un service, mais l'intérêt, c'est que c'est un peu plus simple à utiliser. Et maintenant qu'on a communiqué avec le nœud, qu'est-ce qu'il y a sur la blockchain? Et oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a ce qu'on appelle un smart contract. Alors, c'est un langage qui est utilisé, c'est pas encore le JavaScript, on n'y est pas encore là. Mais c'est, alors le plus populaire sur le réseau, sur Ethereum, c'est Solidity, qui ressemble d'ailleurs à JavaScript. Mais si vous prenez par exemple un NFT, c'est tout simplement ce qu'on appelle un contrat intelligent. Alors, c'est quoi un contrat intelligent? Eh bien, c'est tout simplement d'éviter une personne intermédiaire. Vous êtes sûr que ce contrat ne va pas changer, qu'il ne va pas être truqué, corrompu ou quoi que ce soit. C'est ça l'idée. Parce que tout ce qui est sur la blockchain ne peut pas être modifié. Pour être modifié, il faudra recréer un nouveau contrat. C'est ça l'intérêt. Ben, je vous donne une anecdote. Bon, il y a quelques années, j'ai souscrit un contrat chez un opérateur téléphonique, je ne vais pas citer lequel, parce que je puisse enregistrer. Et c'était une offre à 9,99 € pour avoir un nombre de gigas en 4G. Bon, bref. Et quelques années plus tard, peut-être que c'est déjà arrivé, et bien maintenant, ils ne l'ont même pas dit, hein, c'est une offre à vie normalement, mais maintenant ils me prélèvent 18,99 €. Bon, voilà, sans me prévenir, sans un email, sans rien du tout. Alors peut-être que c'était dans les petites lignes du contrat, mais après tout, ils ont le monopole, et si je ne suis pas content, eh bien, je dois voir quelqu'un, en fait, une autre personne, un autre opérateur. Et bien voilà l'idée du smart contract, c'est que, en fait, si c'est défini, c'est l'informatique qui fait la loi, on pourrait dire, et donc, s'ils veulent changer les clauses, eh bien, je dois moi-même changer de contrat. C'est ça l'idée de la décentralisation, c'est la promesse, on va dire, de la blockchain. Alors effectivement, il y a des contrats. On va dire que c'est une classe avec des interfaces. Vous savez, les classes avec des interfaces, vous connaissez ça, vous êtes des développeurs. Eh bien, c'est pareil, sur le fameux langage de Solidity, vous avez des interfaces qui s'appellent ERC20, ERC721. ERC20, ça va être un token, c'est une crypto-monnaie. Alors, c'est un peu voilà, c'est un peu grossier parce que la crypto-monnaie de Ethereum, c'est l'Ether, mais on peut créer son propre token, sa propre monnaie. Mais en fait, c'est simplement un contrat, c'est une variable qui se trouve dans un contrat. Et il y a une interface qui va vous dire comment écrire ce contrat pour que tous les clients puissent communiquer avec votre smart contract. Et la même chose avec le NFT. Vous voyez la différence entre un NFT et un token? Vous voyez ce que c'est un petit peu? Juste en deux mots, hein. Un token, c'est vous avez un billet de 10 €, vous pouvez l'échanger contre un autre billet de 10 €, ça aura la même valeur. Par contre, pour un NFT, c'est non fongible, c'est-à-dire que votre maison, vous ne pouvez pas facilement l'échanger avec la maison de votre voisin. Parce que, enfin, au centime près, vous voyez, ce ne serait pas possible, parce que votre maison est unique. Voilà, parce qu'il y a peut-être 3 toilettes, par exemple. Bon voilà, donc l'idée, c'est effectivement, vous pouvez communiquer et avoir avec ce smart contract, et donc c'est ça l'idée du NFT.
L'utilisateur, comment fait-il, lui, pour acheter un NFT? Eh bien, il va utiliser pour cela ce qu'on appelle un wallet, un portefeuille. Le plus connu, c'est MetaMask. Mais en fait, quand on y pense, ce wallet, c'est ni plus ni moins, eh bien, la librairie JavaScript, là, Ether.js ou Web3.js, eh bien, c'est nous simplement, on peut dire, ce fameux portefeuille. C'est le côté front-end. Vous pourrez créer vos propres portefeuilles, le concurrent de MetaMask avec ces deux librairies, et vous pourrez communiquer avec le réseau Ethereum. Ok, alors je vous propose un petit résumé avant d'attaquer un peu le live coding. Alors vous, développeurs, vous faites une application web, un portefeuille, pourquoi pas, avec Web3.js, Ether.js, qui communique avec un nœud. Ce nœud, ça peut être un service comme Infura. Là, il y en a un qui s'appelle Geth. En fait, c'est un nœud en Go, en fait. Pour ça, je ne l'ai pas montré avant. Et que vous pouvez installer sur votre propre machine. Et celui-ci va communiquer avec le réseau Ethereum, qui possède à l'intérieur des smart contracts. Voilà, avec Solidity. Voilà une bonne présentation de comment ça marche. Bon, alors maintenant, je vous propose de récupérer le NFT de quelqu'un. Alors pas le bien parce que j'en ai pas, c'est dommage. Mais je vous propose de coder. Hop. Il a dézoomé. Eh ouais, mais j'ai tout anticipé. C'est pour ça que je suis passé après. Effectivement, j'ai zoomé sur ce code qui est extrêmement simple finalement. Je veux dire, il n'y a que 9 lignes de code. J'ai déjà un petit peu préparé le terrain, c'est-à-dire que j'ai installé Alchemy-SDK, je prends un service, mais rien n'empêcherait d'avoir des librairies pour communiquer avec son propre nœud, mais c'est un peu plus, bien sûr, plus d'investissement de notre part. J'ai mis ici ma clé d'API, bien sûr qui n'est pas divulguée. Et puis je suis sur le réseau Mainnet Ethereum. Vous avez deux types de réseaux. Mainnet qui est le réseau principal, et vous avez aussi le réseau de test. C'est là où vous pourrez en tant que développeur tester un petit peu votre code. Allez, je vous propose avec une main, parce que j'ai un micro, et j'aurai l'autocomplétion qui va m'aider. Je vais faire alchimie, quoique pour le point. Point NFT. Et là, j'ai donc cette proposition de récupérer les NFT de quelqu'un. Ici, vous pouvez mettre l'adresse de la personne, parce que chaque personne avec son portefeuille possède une adresse. Alors une adresse, en fait, c'est une clé publique, mais on peut aussi avoir, un peu comme les noms de domaine, vous savez, vous avez une adresse IP, et derrière, en fait, vous avez google.com, etc. Là, c'est la même chose, on peut aussi récupérer via un nom, voilà, on peut acheter aussi quelquefois des noms de domaine, entre guillemets. On va prendre la personne qui s'appelle Vitalik. C'est le comment dire, on peut dire gérant, mais on va dire un des cofondateurs peut-être de la blockchain Ethereum. Donc il est pas inconnu, voilà. Alors ça fait quoi? Ça nous renvoie une promesse, donc je vais récupérer, ça fait une requête en fait, et je récupère les résultats. Voilà, je vais directement récupérer le retour et l'afficher dans un console.log. Je l'exécute avec Node.js. Ok, Node main. Je vais récupérer pas mal d'informations. En fait, c'est tout simplement un objet. Et à l'intérieur, bon, je ne vais pas vous montrer toutes les propriétés qu'il contient, mais en tout cas, il va contenir des NFT, dont un qui s'appelle Elon Musk, numéro 5. Je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les NFT, c'est tout simplement un identifiant qui est enregistré, mais le vrai contenu, une image ou quoi que ce soit, il n'est pas enregistré dans la blockchain, parce que c'est chaque transaction, tout ce que vous allez faire, ça coûte en fait, ça coûte de la crypto-monnaie. Donc l'image en elle-même est enregistrée dans on va dire, une sorte de cloud décentralisé qui s'appelle IPFS. Je vous propose maintenant de créer notre propre NFT et reproduire un peu la même chose.
Et vraiment, ouais, voilà, je vais prendre le logo de JavaScript et je vais le mettre en NFT sur la blockchain Ethereum. Mais bien sûr, la blockchain de test, hein, parce que je ne vais pas vous payer en live. Non, merci. Et bien entendu, en tant que développeur, c'est ce qu'on fait quand même. Hein. Alors, comment vais-je créer cette ce NFT? Je vais passer par un service, hein, mais je vais pas, on peut passer par du JavaScript pour le faire, mais le temps me permettra pas. Je vais me connecter avec mon compte MetaMask, c'est un compte de test. Par contre, normalement, je ne devrais pas me demander si c'est bon. Alors, connexion, ouais, parce que c'est tout simplement le c'est le réseau de test d'Ethereum. Il s'appelle comme ça. The mainnet et celui-là. Alors c'est même exactement, pour être plus précis, excusez-moi, je ne suis pas sur le réseau Ethereum, mais de Polygon. Polygon, c'est la même idée que Ethereum, mais bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais bon, mais il ne veut pas se connecter, il n'a pas de chance. Pourtant, je suis connecté, hein. Vu que je suis. Fais-moi le mal. Attendez, je vais le reprendre. Par contre, je n'ai pas le mot de passe en fait. Je ne l'ai pas comme ça, tu vois. Bon. Pas de chance. Enlève le partage. Je vais quitter un instant. Tac, tac, je remets. Après. Hop. Ça c'est radical. Un instant, hein, Ok. Très bien. Du coup, en fait, on peut déployer des contrats. Et c'est ce que je vais faire là. On peut aussi très bien le faire avec une librairie JavaScript. C'est juste que là, il vous propose via une interface graphique. On peut créer donc une collection de NFT. Et ça vous permettra de voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, je vais l'appeler Lion.js. Voilà, comme ça, vous allez avoir votre propre NFT Lion.js. Maintenant, je vais le déployer. Alors, ça déploie une collection, pas encore le NFT. Et en fait, là, ça fait une transaction et la transaction va me coûter. Alors, c'est pour Dieu faux, hein, parce que je suis sur un réseau de test. Et ici, la crypto-monnaie, c'est du Matic. Puisque je suis sur le réseau Polygon. Polygon était un choix parce que c'était, à l'époque, c'était un peu moins cher que Ethereum. Au niveau, donc j'avais souvent joué avec plutôt Polygon. Et puis c'est plus rapide aussi normalement un petit peu au niveau des transactions. Ensuite ici je vais avoir NFT, je vais pouvoir ce qu'on appelle minter NFT. Minter ça veut dire forger, parce que quand le NFT est mis dans la blockchain, eh bien voilà, il est un peu comme forgé dans le marbre. Là, je vais mettre mon premier NFT, donc je vais sélectionner un fichier. Ici, j'ai prévu le coup, j'ai mis le logo de JavaScript, je vais l'appeler JS. Et puis, je vais le minter. Quand on l'a du coup forgé, ce NFT, ça va prendre un petit peu de temps, parce qu'encore une fois, il me propose à chaque fois, vous avez vu, ça fait une transaction. C'est pour ça que des fois, créer ce qu'on appelle des applications décentralisées, c'est pas toujours évident parce que ça demande un peu des coûts, quoi. Hein. C'est pas du tout la même logique qu'on pourrait avoir avec du centralisé, quoi. C'est pour ça que le full décentralisé n'existe pas complètement finalement encore, et qu'on retrouve plutôt des NFT ou de la crypto-monnaie qui va être plutôt décentralisée. Voilà, j'ai mon NFT ici. Il m'appartient en fait, hein, automatiquement j'en suis propriétaire et j'ai le choix, pourquoi pas, de le transférer, même de le supprimer, enfin le NFT, pas le contrat. Hein, parce que le NFT, si vous souhaitez, c'est juste une variable dans un contrat, quoi, enfin dans une classe, hein, ni plus ni moins. On va pouvoir le dire qui, ça appartient à qui. Quoi. Voilà, donc ici, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, et puis on va en JavaScript,
reprendre ce code et maintenant récupérer mes NFT, celui que je viens de créer. Alors là, pour le coup, j'ai pas un nom qui se termine en .eth. Eh bien, il faudra prendre ici, hop, l'identifiant de mon compte et le mettre ici, à la place de cette personne. Voilà, l'identifiant, ça fait quelque chose comme ça en fait. Hein. Voilà, c'est un identifiant qui m'appartient, on pourrait dire. Et donc là, si je teste, alors ça ne marche pas parce que je ne suis pas sur le bon réseau. Vous voyez, là, je suis sur Ethereum, on va prendre hop, donc Matic et pas Mainnet parce que c'est le réseau, on va dire, de production, on pourrait dire. Et ça, c'est le réseau de test. C'est sur le réseau de test, bien entendu. On ne débourse rien. En fait, il n'y a pas de réalité. Enfin, j'ai pas de vraie crypto-monnaie, en fait, on pourrait dire. Et donc là, cette fois-ci, je récupère bien un contenu. Alors, j'ai bien plus qu'un NFT parce qu'il y avait d'autres essais dans les jours précédents. En tout cas, le dernier NFT, il nous dit que c'est bien de type ERC721 et j'ai le titre JS. Et si on va chercher un petit peu les médias, etc., en fait, vous allez pouvoir récupérer. Alors, je ne vais pas le faire, mais en soi, on pourrait, si vous vérifiez, l'image se trouve dans ce réseau décentralisé IPFS et en fait il ne peut pas être supprimé. Voilà, encore une fois, cette image maintenant se trouve quelque part et sur une machine, même sur plusieurs machines, parce que si cette machine arrête, bah, voilà, cette image n'est jamais perdue. C'est l'idée de la décentralisation. Voilà, c'était bien sûr une petite démo, c'était un moyen de découvrir, pour encore aller plus loin. Je vais le code, ces slides, bien sûr, vous pouvez les retrouver, je pense, que sur la vidéo qui sera partagée. Donc le code que j'ai écrit se trouve sur le slide. Et ensuite, pour terminer, eh bien, si vous souhaitez, vous pouvez me suivre sur mon Twitter, Samuel Ronce. Une fois, je donne des petites nouvelles. Et vous pouvez aussi, je fais tous les mois, parce que je fais pas mal de veille technique, en JavaScript, Web3, intelligence artificielle, etc. Et j'envoie un mail par mois. Quelquefois, je passe des heures et des heures à tester des choses, des produits, du JavaScript, des frameworks, etc. Et vous pouvez aller sur jsnews.fr, c'est là que quand je donne une conférence ou je fais une intervention. Vous pouvez de cette manière vous inscrire, pourquoi pas. Et vous pouvez mettre aussi le code LyonJS si vous souhaitez, parce que dessus, vous pouvez récupérer du contenu sur le Web3 pour les slides, mais aussi je vais mettre un petit guide sur l'utilisation du site ThirdWeb pour voilà, comment créer des NFT comme ça en l'espace de quelques minutes. Voilà, c'est juste un moyen de continuer un petit peu l'expérience. Alors, pour conclure, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Est-ce que, je vous ai dit, est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous êtes déjà aventuré dans le Web3? Maintenant, est-ce que ça vous dit de vous aventurer dans le Web3? À main levée, est-ce que ça vous dit? Personne? Ah ouais, tout de même. Voilà. Après, c'est à essayer, hein, bien entendu. Hein. Ça ne se résume pas que à des NFT, mais c'est surtout ça qu'on entend en ce moment. Je vous remercie de votre attention, et puis maintenant, on pourra passer à la pause. Question. Est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas posé, oui, excusez-moi. J'ai hâte de manger, alors... Allez, j'écoute les questions, bien entendu, excusez-moi. Oui, attends, j'enlève ça. J'entends pas. Oui. C'est accessible directement à partir du navigateur ou faut forcément passer par On peut faire directement via le navigateur. C'est juste que là, si j'utilise le SDK de Alchemy, j'ai une clé API, mais si en soi, on pourrait, par exemple, avec les librairies Web3.js ou EtherJS, directement via le navigateur, parce que l'idée, c'est que, en fait, on aurait plus de serveur, quoi, parce que le front va communiquer directement avec le réseau Ethereum.
Oui, Du coup, là, tu aurais pu te connecter à un nœud public plutôt qu'en faire une fureur locale, là. oui, Un nœud qui existe quelque part. oui, s'il donne l'accès. Il y en a qui sont- il y en a qui sont- En fait, c'est un programme sur une machine et on peut y accéder en HTTP ou WebSocket. Donc, s'il donne pas l'accès, on peut pas, mais c'est. Et les plateformes comme Alchemy que j'ai utilisé nous donnent un accès, bien entendu, avec une limitation tout de même au niveau des requêtes, qui est quand même assez énorme. 300 millions par mois, on peut faire de requêtes. Oui. Il y a surtout chez nous qui ont accès en HTTP, c'est des protocoles REST classiques que chez nous offre si elles acceptent l'accès. Alors, alors exactement, c'est une requête HTTP qui va utiliser JSON RPC comme schéma pour communiquer, ce qui fait qu'on a vu que c'est un schéma, on va dire, agnostique, on peut l'utiliser aussi bien dans WebSocket que HTTP, c'est comme ça qu'on va communiquer avec le nœud. Autre question? Alors, bien sûr, c'est une découverte, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur le Web3, mais c'est une mise en bouche, quoi. Avant la vraie mise en bouche. Oui. Donc, du coup, jusqu'à maintenant, pour en fait, se connecter avec des nœuds, c'est-à-dire pour chaque nœud, il y a vraiment une interface destinée pour communiquer entre le Web 2 et le Web 3. C'est-à-dire il n'y a pas, on va dire, une interface qui communique, qui communique avec tous les nœuds. Avec une interface qui est commune en fait, pour connecter en fait, à différents nœuds. Avoir un moyen de se connecter à plusieurs nœuds? C'est ça, oui. Mais avec une seule librairie. C'est-à-dire on ne va pas... non, alors. Faudrait voir, peut-être là, c'est une bonne question, voir si par exemple librairie Ether propose de se connecter, genre un tableau de fournisseur, un tableau de nœuds. Je suis pas sûr. Mais c'est possible, il faut avoir. Et vous pensez que c'est faisable, c'est-à-dire c'est faisable, vous pensez que ça va prendre un peu de... Est-ce que c'est difficile, c'est difficile à faire, c'est-à-dire de vraiment créer une interface qui va satisfaire toutes les communications, c'est-à-dire non. Pour un développeur front-end JavaScript, non. Oui. Ouais, j'ai une petite question au niveau des NFT, parce que du coup, le NFT, l'URL est inscrit dans la blockchain, par contre l'image elle est stockée sur un serveur qui est centralisé, oui, et qui peut se faire hacker, et l'image peut tout simplement disparaître. Alors, il n'y a pas le hash de l'image qui est stocké dans la blockchain, comment est-ce que ça se passe en fait? Alors, c'est une très très bonne question. En fait, justement, l'image, dans l'idée, ne doit pas être stockée sur un serveur sur du centralisé. On perd l'idée. En fait, il faut le stocker sur du décentralisé. Et pour ça, vous avez, par exemple, IPFS qui va, ici, si vous faites un tour dessus, qui va permettre de stocker sur des machines de manière décentralisée. Ça veut dire que l'image ne pourra jamais être supprimée, censurée, et voilà, donc, si la machine elle tombe, c'est d'autres machines qui reprend. Quoi. En soi, dans le protocole IPFS, l'URL c'est le hash. Voilà, d'accord. Aussi pour compléter. Merci. Pour compléter un peu plus, IPFS, un système de fichiers par-dessus le peer-to-peer. C'est comme si on avait un réseau Bitcoin avec un système de fichiers par-dessus. Voilà. Et donc, tant que le fichier existe quelque part sur un des nœuds et qu'il y a un choix d'y accéder, il existe, mais si un jour le fichier disparaît de tous les nœuds, là il est parti. Et il y a des systèmes de. En gros, IPFS peut dire que tous ces fichiers-là devraient être supprimés, donc tous ceux qui sont donc des bons acteurs, tout ce qui est pornographie infantile, des trucs qu'on ne veut pas faire avec tout dessus, les bons acteurs peuvent dire non, c'est achat, je ne veux pas. Donc il y a un peu des moyens en fait, pour faire en sorte que je ne fais pas ça sur le Merci. Merci. Notre NFT qu'on a minté sur Polygon, du coup, si on veut le récupérer sur ETH, est-ce qu'on est obligé de le reminter sur cette blockchain? Oui. Et du coup, il y a des frais supplémentaires? Oui. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Bon, bah allez, c'est ok. Merci. Hein.